Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. La Banque mondiale va débloquer 330 milliards de francs CFA au profit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un accord de prêt pour le financement de projets portant entre autres sur la gestion urbaine, l'optimisation et des résultats financiers du secteur de l'électricité. Notre dossier Vie d'ici de ce 20h porte sur l'habitat en milieu urbain qui est de plus en plus défiguré. Nous sillonnerons des quartiers issus des promotions immobilières et les quartiers dits précaires qui représentent un défi pour les municipalités. Qu'en est-il du respect des règles d'urbanisation? Réponse tout à l'heure. Désormais en Côte d'Ivoire, les parents d'élèves ont la possibilité d'affecter eux-mêmes leurs enfants admis en 6e dans l'établissement de leur choix via Internet ou le téléphone mobile. La ministre Kandia Camara a lancé officiellement ce projet d'affectation en ligne hier jeudi. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire est toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement composé de personnalités issues du RHDP et de la société civile. Rappelons que mercredi dernier, le gouvernement a été dissous sur décret pris par le président de la République. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, reconduit dans ses fonctions, est appelé à faire des propositions pour la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale. Voyons le décryptage de Gabriel Zani. Le président de la République. Le premier gouvernement Amadou Gon Coulibaly a été dissous le mercredi 4 juillet 2018. Nommé le 11 janvier 2017, il aura duré 18 mois. Ce premier gouvernement de la Troisième République était caractérisé par la réduction des portefeuilles ministériels qui sont passés de 36 à 29, dont un secrétaire d'État. En effet, l'on a enregistré 14 départs et 7 arrivées, comparativement au gouvernement précédent qui avait pour chef l'actuel vice-président Daniel Kablan-Duncan. Mais ce gouvernement n'est pas resté comme tel. Il a subi des réaménagements techniques. Sur 9 femmes dans la dernière équipe, il n'en reste que 6. Et de 2 ministères d'État dans le premier gouvernement, le deuxième ne retient qu'un seul ministère d'État, celui de la Défense, détenu par Ahmed Bakayoko. Le gouvernement Amadou Gon Coulibaly II s'est voulu plus au fait des réalités des populations pour répondre au mieux à ses besoins. L'objectif de ce gouvernement était de garantir la prospérité de la Côte d'Ivoire en relevant les défis sécuritaires, sanitaires, humanitaires et sociaux, notamment la résolution des mouvements d'humeur dans l'armée et à la fonction publique. Amadou Gon Coulibaly, démis le 4 juillet dernier de ses fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, est reconduit le même jour avec la consigne de former un gouvernement couplé RHDP, société civile. C'est l'heure des consultations, car il appartient au Premier ministre de proposer une liste de personnalités au président de la République. Pour rappel, ce remaniement ministériel très attendu avait été annoncé par le président de la République à l'issue du 4e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains. Et justement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, reconduit dans ses fonctions après dissolution du gouvernement, se rend à Dabakala demain samedi, une semaine après sa tournée dans la région du Gor. Le chef du gouvernement va lancer officiellement le projet de développement et de réhabilitation des réseaux électriques de Côte d'Ivoire. Il donnera aussi le coup d'envoi des travaux de bitumage des voies de Dabakala et échangera avec les cadres et populations de cette région. Sur place, ces populations justement s'activent pour les préparatifs. La voie reliant Dabakala à Katiola a été réhabilitée. Au chapitre économie de ce 20h, la Banque mondiale va débloquer 330 milliards de francs CFA au profit de notre pays. Il s'agit d'un accord de prêt pour le financement de projets portant entre autres sur l'amélioration de la gestion urbaine, la mobilité au sein du Grand Abidjan, l'optimisation des résultats financiers du secteur de l'électricité. On en sait plus avec Cheikh Koné. Le premier projet d'un montant d'environ 173 milliards de francs CFA est un appui à la compétitivité du Grand Abidjan. Il a pour objectif d'aider la Côte d'Ivoire à résoudre les problèmes provoqués par l'afflux massif de population vers la seule ville d'Abidjan. Ce prêt prévoit ainsi la construction de logements, la création d'emplois ainsi que la mise en place des services publics de meilleure qualité pour les habitants des 19 municipalités composant le Grand Abidjan. Autre axe de ce projet, le port autonome d'Abidjan. Comment rendre plus compétitif ce secteur stratégique de l'économie ivoirienne? Des investissements sont prévus à cet effet grâce à ce prêt pour régler les problèmes opérationnels et d'accessibilité qui menacent l'essor et la compétitivité du port d'Abidjan.
Quant au second projet relatif au secteur de l'énergie, il porte sur une enveloppe d'environ 155 milliards de francs CFA. Objectif, aider à conduire les opérations de refinancement de la dette de Côte d'Ivoire Énergie, au nombre desquelles l'introduction de l'entreprise sur les marchés bancaires locaux et internationaux. Une fois les arrêts apurés, le projet bénéficiera également aux prêteurs commerciaux, aux producteurs indépendants d'énergie et aux fournisseurs de gaz. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, communie avec les militaires du nouveau camp et de l'ancien camp d'Akwedo, ici à Abidjan. Il a pris part ce vendredi même à une action de lutte contre l'insalubrité initiée par les hommes en armes. Un prix de salubrité a été institué. Il porte le nom du président de la République et vise à récompenser la caserne militaire la plus propre de Côte d'Ivoire. Herman Divi. Une semaine pour intensifier la lutte contre l'insalubrité dans les casernes militaires. Une initiative soutenue par l'état-major général des armées et le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a tenu en personne à se rendre à l'ancien camp militaire d'Akwedo, où l'attendaient les militaires du nouveau camp de l'ancien camp, assistés de leurs épouses. Opération qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des militaires. Le plan d'urgence qui consiste à réhabiliter les casernes, nous avons pensé qu'il était important d'accompagner ce plan en donnant une certaine éducation civique à nos hommes. Je vous encourage, au-delà de cette semaine, au-delà de cette cérémonie, à vous approprier la valeur de la propriété et les valeurs de préservation de l'environnement. J'attache du prix à ce concours. Et je vais déjà vous annoncer que nous allons doter ce concours d'un prix. La caserne qui va remporter ce prix, je vais instituer un prix du nom du chef de l'État, chef suprême des armées, doté d'une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Et après que nos casernes aient été propres, nous allons donner l'exemple dans la cité. Montrer comment les militaires, les épouses de militaires peuvent donner l'exemple pour que tout le monde soit propre. Entouré de ces hommes, Ahmed Bakayoko donne l'exemple et donne le coup de pelle qui inspire le reste de la troupe. L'opération se poursuivra jusqu'au mois de novembre. Un jury visitera chacun des bataillons pour identifier le bataillon le plus propre. Toutes les casernes du pays sont concernées par l'opération. Au nombre de celles-ci, les 14 casernes qui composent l'armée de terre. Voilà, c'est le cadre de vie des militaires, oui, mais aussi promouvoir une politique de logement pour ces hommes en tenue. C'est l'ambition affichée du ministère de la Défense qui est à la recherche de partenaires pour la mise en œuvre de son programme social. Des réalisations immobilières sont donc en vue. La nouvelle cité Sikoji d'Aouniansou à Boaké a été visitée par une délégation de l'armée, nous explique Léon Brou. 8 nouveaux blocs de niveau R+4 pour un total de 200 appartements sur un site de 3 hectares entièrement viabilisé. C'est l'extension de la cité Sikoji d'Aouniansou à Boaké. 4 milliards de francs CFA investis dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux, économiques et de standing pour répondre aux besoins nationaux d'habitat. Ces réalisations, une réponse aux aspirations de l'armée ivoirienne venue s'enquérir sur instruction du ministère de la Défense des compétences de la Sikoji. 200 villas, dont 40 villas de 4 pièces et 60 villas de 3 pièces. Là, vous êtes terminé, c'est une belle opportunité à saisir. Nous allons faire un compte rendu réel et immédiat à notre hiérarchie. Donc envisageable le partenariat ministère de la Défense Sikoji pour la réalisation de logements pour militaires, partenariat qu'approuve déjà la société immobilière. En partenariat bien sûr avec notre ministère de tutelle qui prend toutes les dispositions pour nous mettre à disposition du foncier. Nous sommes capables de pouvoir développer des programmes à caractère économique et social justement qui peuvent répondre aux besoins de nos forces armées. La Sikoji dit disposer aussi de réserves foncières dans chacune des régions militaires en estimant celle de Boaké à 35 hectares. Cette visite de terrain dans le cadre de la recherche de partenaires à la mise en œuvre de la politique sociale du ministère de la Défense au profit des militaires.
Et on reste dans le domaine du logement pour évoquer maintenant le schéma directeur tant attendu pour la simplification et la transformation digitale du foncier urbain. Il sera bientôt prêt. Le rapport provisoire de l'étude qui a reconduit à l'élaboration de ce schéma directeur a été présenté officiellement au ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et à tous les acteurs de la chaîne foncière. Cher Koné. La mise en forme de ce schéma directeur est une révolution du secteur du foncier en Côte d'Ivoire, quand on sait que depuis de nombreuses années, le secteur rencontre des difficultés de gestion des droits de propriété. Cette séance de présentation a ainsi permis de restituer les résultats de 6 mois de travaux. Le citoyen va avoir un processus simplifié pour accéder à la propriété avec des délais qui seront réduits et pour le ministère lui-même, une amélioration du fonctionnement de l'ensemble de ces procédures avec la mise en place d'un système tout numérique pour la gestion des actes. Pour les acteurs de la chaîne foncière, c'est une grande avancée au regard de leur implication tout au long du processus d'élaboration de cette étude. Quand vous avez un client qui vient vous voir et qui vous demande de faire un projet, et ce projet ne correspond pas à la destination du terrain sur le plan d'urbanisme, vous voyez que ça nous pose un problème. Vous venez faire un hôpital, on vous dit que non, c'est fait pour les logements. Donc ceci va tout à fait dans le sens de nos attentes et nous sommes vraiment très heureux de cette initiative. La mise en œuvre de ce schéma prévoit un déploiement du nouveau système foncier sur le Grand Abidjan entre 2018 et 2020 et l'extension du système à l'ensemble du pays sur la période 2020-2023. Au total, 9 projets structurants d'un montant global de 33 milliards de francs CFA vont permettre la réduction des délais de traitement des dossiers, des litiges fonciers, la numérisation des informations, mais surtout l'augmentation des recettes de l'État. Voilà, notre dossier vide ici de ce 20 porte justement sur l'habitat en milieu urbain qui est de plus en plus défiguré. Nous sillonnerons des quartiers issus des promotions immobilières et des quartiers dits précaires qui représentent un défi pour les municipalités. Qu'en est-il du respect des règles d'urbanisation de ces quartiers dont la restauration implique un ensemble de mesures liées au foncier et à l'assainissement? Habitant en milieu urbain, le défi de la modernisation, un dossier signé Didier Nguessan, Christelle Mena. Vivre en ville, un Ivoirien sur 2 est concerné. 2 types d'habitats se côtoient à Abidjan, comme ici à Yopougon, à l'intersection de 2 quartiers, l'un planifié et l'autre irrégulier. Des cadres de vie différents, au destin mêlé. Le quartier planifié, quoique désormais vétuste, dispose d'un minimum de commodités. En face, à Yaoséi, pas d'égout, ni de fosses septiques. Les équipements publics de proximité font défaut. L'occupation de l'espace urbain se fait de façon anarchique, à tel point que l'unique canal d'évacuation des eaux est transformé en dépotoir par les populations. Face au désordre urbain, les municipalités semblent dépassées. On n'a plus de parcelles sur le périmètre de la commune. Si on restructure, il va falloir créer des espaces communs, des espaces publics, il va falloir créer des routes. Alors si on les déplace, c'est pour aller à Songon, où nous sommes obligés d'aller acheter des terres pour les recaser. Est-ce que les envoyer à Songon serait leur affaire, ceux qui veulent aller dans leur lieu de travail, qui sont proches de leur lieu de travail? Les professionnels de l'aménagement des espaces urbains proposent de restaurer ces habitats. Le programme de restauration consiste à apporter une amélioration à cet ensemble de niveaux d'équipement urbain pour requalifier le quartier. La ville d'Abidjan compte une centaine de quartiers précaires. Ils abritent près de 20% de la population abidjanaise. Certains de ces quartiers, peuplés anarchiquement, ont fait l'objet de restructuration. La restructuration consiste d'abord à créer un cadre légal d'occupation des espaces en attribuant aux résidents des titres de propriété. Puis, elle fait bénéficier aux populations d'un minimum d'équipements de base, assainissement, ouverture de voies. Mais ces actions d'urgence ne règlent pas tous les problèmes enregistrés dans ces quartiers précaires. L'évacuation correcte des eaux usées, par exemple, nécessite une viabilisation des terrains construits. Les VRD, voiries et réseaux divers ont un coût significatif dans le budget d'acquisition de ces logements. Globalement, la viabilisation représente autour de 35 à 40% du coût
d'acquisition des logements. Il y a plusieurs niveaux de viabilisation. Il y a des parcelles qu'on appelle les parcelles semi-viabilisées. Et sur ces parcelles, l'éclairage public, l'eau potable est emmenée. Et puis, les plus grandes voies, les axes structurants subissent le bitumage. Les voies intérieures ne sont pas bitumées, mais bien stabilisées. Pour prévenir les constructions anarchiques et réglementer l'habitat dans son ensemble, l'État ivoirien dispose d'une politique d'urbanisation. Elle est mise en œuvre grâce aux outils de planification que sont le schéma directeur d'urbanisme ou le plan d'urbanisme directeur. Sur ces outils, il va être marqué là où il faut faire des activités commerciales, là où il faut faire par exemple des activités industrielles, et là où il faut faire de l'habitat. L'opérateur va chercher à avoir un espace dans ce que le schéma directeur a déclaré comme espace habitable et il va faire son opération. Dans cet espace-là, on vous dit, le règlement particulier d'urbanisme dit qu'ici, c'est 1+2 qu'il faut construire et que vous construisez 1+7 ou 1+12, on peut détruire votre immeuble. 3000 logements sont construits chaque année en Côte d'Ivoire par des promoteurs immobiliers. Le programme présidentiel de logements sociaux prévoit la construction de 150 000 logements d'ici à 2020. Grand-Bassam, Bingerville et Songon, 3 sites de la périphérie d'Abidjan, captent une importante partie de ces logements sociaux. Malgré le désordre dans certains quartiers, l'écriture architecturale de la ville d'Abidjan fait encore rêver. Samedi matin, une cinquantaine de touristes ivoiriens et européens arpentent les rues de la commune du Plateau. À l'époque, dans les constructions architecturales, c'était l'introduction de choses comme ça, de choses qui sont graphiques, qui rappellent un peu l'histoire du lieu, qui sont en lien avec la culture locale. J'aime quand même bien les bâtiments coloniaux, mais je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux bâtiments aussi qui se construisent à Abidjan. J'étais curieuse en fait d'entendre de la part d'un expert un peu l'histoire derrière ces bâtiments qui reflètent les différentes époques historiques. C'est important de savoir aussi comment le bâtiment a été construit et aussi l'image que ça donne et comment il dure dans le temps. Avec ses gratte-ciel, le Manhattan des tropiques, quoique inspiré de la modernité, ne renie guère la culture ivoirienne. C'est ce que perçoit Issa Diabaté, défenseur d'une architecture à l'ivoirienne, mais ouverte sur le monde. Au lieu d'avoir une concentration unique comme sur Abidjan, le plateau, où tout le monde vient tous les matins, tout le monde tombe dans les embouteillages, tout le monde, on perd en qualité de vie, on perd en temps. Alors que si on commençait à réfléchir à avoir des espaces, une multitude d'espaces urbains, peut-être à plus petite échelle, moins du million d'habitants, 500 000, avec des thématiques bien particulières par rapport à différents environnements, je pense qu'on arrivera à résorber une bonne partie du problème. Abidjan, 2119 km², rêve plus grand et travaille depuis quelques années à polir sa renommée de perle des lagunes. Voilà, habitat en milieu urbain, le défi de la modernisation est un dossier réalisé par Didier Nguessan et Christelle Menant du service Société Grandes Enquêtes de la rédaction de RTI1. La Côte d'Ivoire, notre pays, regorge de richesses touristiques. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme a eu une série d'activités lors de sa visite en Côte d'Ivoire. Il s'est rendu à l'école hôtelière de Grand-Bassam, au lycée hôtelier de la Riviera et au centre de formation multisectorielle Mohamed VI de Yopougon. Des visites qu'il a bouclées par la pose de la première pierre du parc d'attractions de Port-Boué. Patricia Mouitia. La visite de travail du nouveau secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme a débuté par l'école hôtelière de Grand-Bassam. Cet institut supérieur du tourisme et de l'hôtellerie a pour vocation de former les professionnels aux métiers dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Plus de 10 salles de classe et une capacité de plus de 300 étudiants. Pour le secrétaire général de l'OMT, c'est important d'investir dans l'éducation et la formation. J'étais vraiment impressionné parce que c'est une chose d'apprendre, c'est une chose de faire la pratique. Et cette école est basée sur la pratique et ça m'impressionne véritablement. Je dis que nous avons besoin encore de beaucoup de secteurs. La compétition n'est pas possible sans plusieurs autres aspects. Et j'étais vraiment content d'être ici parce que l'un de nos projets, c'est d'investir dans l'éducation. Et ça, c'est un projet concret. Ça fait plaisir de voir un tel projet concret. Et je crois que ça va encore aller de l'avant. Dans notre relation et marche entre notre organisation et la Côte d'Ivoire.
Zoura Pololi-Kashvili a continué sa série de visites au lycée hôtelier de la Riviera et du centre de formation multisectoriel Mohamed VI de Yopougon. Toujours en compagnie du ministre du Tourisme, Zoura Pololi-Kashvili a procédé en milieu d'après-midi à la pose de la première pierre d'Aquaba Park, le futur parc d'attractions qui sera bâti sur 100 hectares entre mer et lagune dans la commune de Port-Boué. Au thème de ces 72 heures d'activité, le ministre Siandou Fofana a salué l'engagement du nouveau secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme à visiter la Côte d'Ivoire et à faire de cette visite une priorité. On en arrive à cette innovation au ministère de l'Éducation nationale. Désormais, notez que les parents d'élèves ont la possibilité d'affecter eux-mêmes leurs enfants admis en 6e dans l'établissement de leur choix via Internet ou le téléphone mobile. La ministre Kandia Camara a lancé officiellement ce projet d'affectation en ligne hier jeudi. Sephora Zegui, Grace Kando pour le reportage. Il est désormais possible pour les parents d'élèves de procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs enfants en classe de 6e dans un établissement de leur choix, à partir d'Internet ou d'un téléphone mobile. Pour affecter l'élève, 2 possibilités s'offrent aux parents. À partir d'un téléphone mobile, envoyez d'OB par SMS au 230. Si vous préférez Internet, vous allez sur le site web www.mandob.ci.org. Dans les 2 cas, vous suivez les instructions du serveur pour l'affectation de vos enfants. La direction des bourses et de l'orientation introduit cette innovation pour résoudre les problèmes post-affectation. Au terme de chaque année scolaire, les élèves de CM2 remplissant les conditions sont affectés en 6e par la Commission nationale d'orientation dans les différents établissements sur la base des vœux formulés par les parents pendant l'année scolaire. Malgré l'analyse minutieuse effectuée par cette commission, il est récurrent de constater que 10 à 18% des parents ne sont pas satisfaits des résultats au vu des réclamations post-orientation. Le projet d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e est une réponse à cette préoccupation des parents. Kandia Camara, première responsable de l'école ivoirienne, exhorte les parents d'élèves à s'approprier cette plateforme qui simplifie l'orientation de leurs enfants. C'est un procédé qui est simple, qui est facile avec l'expérience, qui est rapide et qui est efficace. Chers parents, vraiment je voudrais vous encourager à tenter cette nouvelle expérience avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour cette année, le projet est expérimenté dans le Drenet Abidjan 1, c'est-à-dire Cocody, Plateau, Agamé et Béjerville. L'opération d'affectation est prévue le 9 juillet pour finir le 26 du même mois. Les établissements d'excellence, comme le lycée Sainte-Marie, seront paramétrés avec les conditions spécifiques d'accès telles que le genre, l'âge, le total général des points et la nationalité. On passe à présent au Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Abidjan. L'événement se tient autour du thème « La femme, incubateur du développement ». La princesse du Koweït, la ministre de la Femme du Gabon et la représentante de la première dame de Côte d'Ivoire, la ministre Mariatou Koné, ont pris part à cette première journée. Elles ont encouragé et rassuré les femmes de leur soutien et appui. Le port autonome de San Pedro se met aux normes internationales en matière de sûreté et de sécurité face aux actions terroristes à travers le monde. Le premier port exportateur de cacao vient de tester justement son dispositif de sûreté et de sécurité. Vous allez le voir, il ne s'agit qu'un exercice, mais le port de San Pedro se positionne comme un port fréquentable, comme nous l'explique Sam Kona. Le port autonome de San Pedro teste son dispositif de sûreté et de sécurité. De par sa certification au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, Code ISPS en 2004, des exercices pour une meilleure maîtrise des risques et la gestion des menaces liées aux actions terroristes potentielles ont lieu dans le domaine portuaire depuis plusieurs années. Pour l'année 2018, le scénario a porté sur des explosions de bombes au port de San Pedro. L'interopérabilité des forces d'intervention, la disponibilité des ressources matérielles et humaines et les moyens de communication
ont été réactivés avec succès. L'exercice auquel nous venons d'assister, c'est vrai, c'est un test. Et le test, il n'est pas seulement réussi quand tout se passe bien. Il est aussi pour voir les dysfonctionnements qui peuvent se passer. Mais cela nous réjouit parce que ça nous permet de nous mettre à niveau. Et dans l'ensemble, c'est un test qui s'est très bien passé pour nous. Des diplômes de participation ont été remis aux acteurs formés à l'occasion de la semaine dite Semaine de la Sûreté au port autonome de San Pedro. À travers cet exercice, le premier port exportateur de cacao au monde entend démontrer aux yeux de ses partenaires qu'il reste un port sûr. Autre défi à relever dans le domaine de l'environnement pour assainir le cadre de vie. Le gouvernement s'attelle à la gestion moderne des déchets dans le district d'Abidjan. 2 centres de transfert sont en construction à Anguédédou. Ils vont permettre de conditionner les déchets collectés dans les ménages et les acheminer au centre d'enfouissement technique à Kosiouin sur l'autoroute du Nord. Grace Kando nous fait découvrir ces centres de transfert. 2 centres de transfert des déchets ménagers en construction ici à Anguédédou dans la commune de Yopougon. Démarré en mars dernier, le taux d'exécution des travaux s'élève à 50% et la livraison est prévue pour septembre prochain. Un projet qui consacre la nouvelle politique de gestion moderne des déchets dans le district d'Abidjan. Ce centre permettra de faciliter, de réduire les coûts de transport en transvasant simplement les déchets des petits contenants dans des grands réceptacles, dans des conteneurs de plus de 30 tonnes qui pourront aller tranquillement au centre d'enfouissement technique de Kosiouin pour y être traités, valorisés ou enfouis. Ici, ce qu'on fait, c'est faire le contrôle de tous les caisses, de tous les déchets qui sont ramassés, soit des précollecteurs. Les ordures, elles ne seront pas ici plus que 4-5 heures. Il n'y a aucune interférence avec le sol ni avec d'autres environnements. Puis c'est bien donc mis dans un grand conteneur de grande capacité pour donc optimiser les transferts et qui part directement vers les centres d'enfouissement technique. Des sites qui vont accueillir plus de 5000 tonnes de déchets par jour, une gestion moderne d'ordures qui passe par le respect des normes environnementales. Au niveau des conditions environnementales, tout a été pris en compte, les bruits, tout sera maîtrisé. La zone sera bitumée, donc il n'y aura pas de poussière en principe. Et on va veiller à ce que nous, Andé et Siapol, nous sommes là pour faire le suivi environnemental. Quand le projet va démarrer, les cahiers de charges devront être respectés par les opérateurs et nous y veillerons. Techniquement et selon les normes, le centre de transfert peut être dans un quartier à moins de 35 mètres d'une population. C'est vrai que les populations sont sceptiques, mais nous allons démontrer que en Côte d'Ivoire, on aura des centres de transfert qui répondent aux normes internationales. Dans la sous-région, la Côte d'Ivoire, c'est là la première. En plus des 2 sites d'Anguédédou, 7 autres centres de transfert de déchets verront le jour dans le district d'Abidjan. Les États membres de l'ONU ont finalement réussi à trouver un compromis sur le budget des opérations de maintien de la paix au bout de 2 semaines de négociations. Près de 700 milliards de dollars seront alloués aux 13 opérations actuellement déployées dans le monde. Ce sont 241 millions de dollars de moins que l'année dernière, soit un budget en baisse de 6%. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain, 20h. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.